Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode UYL Talk sur la loi de finances pour 2022 qui clôturera cette série de 3 épisodes. Dans ce troisième et dernier épisode, nous présenterons la fiscalité des entreprises et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Grégoire du Master 2 Droit fiscal des affaires de l'Université de Lille 2, Hugues et Inès du Master 2 Droit fiscal et douanier de l'Université Cergy-Pontoise et enfin Arnaud pour le Master 2 Droit des procédures fiscales de l'entreprise de l'Université de Nice-Côte d'Azur. Aujourd'hui, la loi de finances pour 2022 apporte un certain nombre de mesures intéressantes au regard des fiscalités des entreprises et vous pourrez le voir tout au long de ce podcast. On parlera donc notamment d'un apport concernant les amortissements des fonds commerciaux, un certain nombre de mesures concernant la taxe sur la valeur ajoutée, par exemple une modification du champ d'option à la TVA pour les entreprises du secteur bancaire et financier, ou encore une modification de l'exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens. Un certain nombre de mesures concernant l'IS, notamment une notion ouverte pour les entrepreneurs individuels d'être soumis à l'impôt sur les sociétés ou des précisions concernant les revenus pris en compte pour le report en arrière des déficits. Des mesures relatives à la lutte contre l'évasion fiscale, notamment des précisions sur les dispositifs hybrides ou encore un aménagement des sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves. Diverses mesures que l'on aurait du mal à ranger dans des cases, mais qui méritent d'être citées tout autant. Et enfin, une mesure qui nous a particulièrement intéressés aujourd'hui, qui est la création d'un crédit d'impôt concernant les œuvres musicales. Pour commencer, nous pouvons expliciter une des mesures phares prévues par la loi de finances, l'amortissement des fonds commerciaux. Et pour ce faire, je laisse la parole à Grégoire de l'Université de Lille. Quentin, alors comme tu l'as dit, l'article 23 de la loi de finances pour 2022 prévoit les amortissements temporaires de fonds commerciaux. Mais là, tu dois te demander qu'est-ce qu'un fonds commercial et en quoi est-il différent du fonds de commerce. Alors pour comprendre, partons de la définition du fonds de commerce. Il se définit comme étant une universalité ou un agrégat, c'est-à-dire un ensemble de biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une activité commerciale. Et parmi les nombreux éléments qui composent le fonds de commerce, il en existe qui sont intangibles, qui ne figurent à aucun poste du bilan. Il constitue alors résiduellement le fonds commercial, qui se compose notamment de la dénomination sociale, des parts de marché ou de la clientèle. On le comprend, le fonds commercial est un élément pivot du fonds de commerce, mais ne peut à lui seul le caractériser. Et justement, il faut noter qu'en droit comptable, les fonds commerciaux acquis ne sont en principe pas déductibles. Ils ne sont pas amortissables en eux-mêmes. Mais c'est toutefois par exception, si on arrive à démontrer que les fonds commerciaux acquis ont une durée de vie qui est limitée, qu'on peut pratiquer des amortissements. Mais toutefois, le Conseil d'État a jugé dans un avis de septembre 2021 que les amortissements pratiqués de fonds commerciaux n'étaient pas déductibles fiscalement, créant de fait une véritable divergence fiscalo-comptable. Ainsi, l'investisseur qui avait acquis un fonds commercial était alors en droit de se demander mais quel est l'intérêt pour moi d'amortir le fonds commercial que je viens d'acquérir si je ne peux déduire fiscalement les amortissements pratiqués. Eh bien, c'est dans ce contexte que s'inscrit l'article 23 de la loi de finances pour 2022 qui vient donc mettre un terme à cette divergence et qui, de fait, permet la déduction fiscale des amortissements pratiqués de fonds commerciaux. Toutefois, comme on l'a dit, cette disposition est avant tout temporaire, puisqu'elle ne concerne que les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Par ailleurs, son champ d'application est en réalité assez restreint, puisqu'il ne concerne que les petites entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6 millions d'euros au total du bilan ou au moins 50 salariés. Alors là, tu dois certainement te demander, mais dans quel registre s'inscrit cette disposition? Quelle est son essence? Eh bien, pour nous mettre la puce à l'oreille, il faut savoir que c'est le président Emmanuel Macron lui-même qui a présenté la mesure le 16 septembre 2021 lors du plan de relance des travailleurs indépendants. Plus logiquement, cette mesure s'inscrit évidemment dans le contexte économique morose post-Covid-19, post-crise sanitaire, et qui a donc pour but de faciliter la transmission d'entreprises. Et c'est donc ce qu'on soulignera ici, et c'est évidemment une disposition qui est largement favorable à la vie économique, au monde économique,
on ne soulignera qu'un seul bémol en réalité, qui est en fait le caractère uniquement temporaire de cette disposition. On aurait en effet préféré de le pérenniser, et c'est d'ailleurs ce qu'avait proposé un député via un amendement qui a malheureusement été rejeté. Je laisse ensuite la parole à Inès pour les mesures relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, donc bonjour à tous. Donc concernant les mesures, relatives à la TVA, la première mesure phare concerne, la modification de l'exigibilité de la TVA, relative aux livraisons de biens. Donc la loi de finances pour 2022 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2023, la TVA deviendra exigible et donc déductible à la date de versement des acomptes. Ceci constitue un changement majeur dans l'exigibilité de la TVA, puisque pour rappel, jusqu'alors, c'était la date de livraison matérielle du bien qui était retenue. Revenons sur la généralisation de la possibilité d'autoliquidation de la TVA à l'importation. Pour rappel, ce mécanisme était d'ores et déjà prévu par la loi de finances pour 2021. Cependant, son entrée en vigueur aurait été différée au 1er janvier 2022. Ce mécanisme d'autoliquidation trouve ainsi à s'appliquer au flux d'import à destination d'un opérateur assujetti en France, donc c'est-à-dire aux livraisons de biens d'un pays tiers à l'UE vers la France, mais également au flux de départ ou à destination des DROMCOM. Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier de cette disposition, il faudra que l'opérateur soit immatriculé et qu'il relève du régime normal. La troisième mesure concerne la suppression de la déclaration d'échange de biens pour les opérations postérieures au 1er janvier 2022. La déclaration d'échange de biens regroupe actuellement la déclaration statistique périodique et l'état récapitulatif des biens. Cette déclaration unique est remplacée par deux procédures distinctes. Donc, tout d'abord, une enquête statistique et un état récapitulatif des clients pour les besoins de la TVA. Jusqu'à présent, toute personne physique ou morale qui réalisait en France des livraisons ou des acquisitions de biens à destination ou en provenance d'un État membre de l'UE avait en principe l'obligation de souscrire via une déclaration unique. Dans un premier lieu, une déclaration spécifique statistique périodique prévue à l'article 5 du règlement Intrasat, ainsi qu'à l'article 289C du 1 du CGI. Cette déclaration était appelée déclaration d'échange de biens entre États membres. Et dans un second temps, un état récapitulatif des clients prévu à l'article 289B du même code. Or, le règlement Electronic Braking System, en abrogeant le règlement Intrasat et en se référant au règlement CE/222/2009 du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, conduit à renforcer la séparation entre les données collectées à des fins statistiques et les autres données, ce qui rend le principe d'une déclaration unique, fusionnant l'état récapitulatif et le support de collecte statistique des échanges de biens intracommunautaires non conformes au droit européen à compter du 1er janvier 2022. La dernière mesure phare concernant la TVA concerne l'assouplissement des modalités d'option à la TVA du secteur bancaire et financier. La loi de finances pour 2022 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2022, le champ d'option à la TVA pour les services bancaires et financiers prévu par l'article 260B du CGI soit assoupli. La loi de finances prévoit ainsi l'instauration d'une option à la carte permettant aux opérateurs bancaires et financiers de choisir l'application de l'option opération par opération. Cette modification vise notamment à permettre aux opérateurs d'opter pour la taxation des seules opérations qu'ils déterminent. Il faut toutefois rappeler qu'antérieurement, les opérateurs de ce secteur étaient tenus de soumettre sans distinction l'intégralité des produits entrant dans le champ de l'option. Dorénavant, un traitement différencié est introduit selon des critères librement choisis. Ainsi, les opérateurs du secteur bancaire et financier pourront choisir de soumettre à la TVA une option et pas une autre. Merci beaucoup Inès. Grégoire, que penses-tu de cette énième modification du régime de la TVA ? Eh bien, comme toujours, les réformes en matière de TVA répondent à un problème bien particulier auquel elles tentent de répondre. Et naturellement, elles vont toujours dans le bon sens. Le seul bémol qui me vient à l'esprit en écoutant Inès, c'est que j'ai peur qu'à terme, la TVA perde en intelligibilité auprès des consommateurs et qu'elle ne se transforme à terme en véritable usine à gaz. Enfin, on va pouvoir parler des dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés. Justement, Hugues, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Merci Quentin. Ouais, je vais vous faire un petit exposé de toutes les mesures, qui pourraient être intéressantes en matière, d'impôt sur les sociétés. La première mesure qui est peut-être, un peu la plus évidente, ou la plus connue, mais qui mérite quand même d'être citée, c'est évidemment la fixation du taux normal d'impôt sur les sociétés à 25. Cette modification du taux, elle s'applique, aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Et juste pour rappel, la trajectoire initiale de la loi de finances pour 2017, elle devait conduire à un taux normal de 28% en 2020 et cette trajectoire, elle a été amplifiée par la loi de finances pour 2018, afin d'atteindre un taux normal de 25% en 2022. Une autre mesure qui est très intéressante, c'est la question du report en arrière des déficits ou du carry-back. Donc ce carry-back, il permet, sur option, d'imputer le déficit constaté au titre d'un exercice N sur le bénéfice réalisé au cours de l'exercice précédent, c'est-à-dire en année N-1. L'idée, c'est de constater une différence avec l'impôt d'ores et déjà acquitté par l'entreprise au titre de l'exercice précédent, ce qui fait donc naître évidemment une créance fiscale en faveur de l'entreprise, selon l'article 220 quinquies 1 du CGI. Donc l'article 15 de cette loi de finances, il apporte une clarification en fait des modalités pratiques de détermination du bénéfice d'imputation, en particulier lorsqu'une fraction du bénéfice est à l'origine d'un montant d'impôt sur lequel a été imputée une réduction d'impôt. Le but, c'est de ne retenir dans la base d'imposition que les bénéfices ayant donné lieu à un paiement effectif de l'impôt sur les sociétés. Donc par exemple, on ne va pas prendre en compte dans ce carryback les bénéfices distribués, les bénéfices qui relèvent de régimes spécifiques d'imposition de plus-value à long terme, ou encore les bénéfices exonérés ou ayant donné lieu à un impôt payé par l'utilisation de crédit d'impôt. En revanche, pour le coup, les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l'utilisation d'une réduction d'impôt sont pour l'instant toujours retenus dans la base d'imposition. Cette nouvelle mesure, elle s'appliquera au report en arrière de déficits constatés dans le cadre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021, donc dès maintenant. Évidemment, elle a pour objet d'éviter qu'une entreprise bénéficie d'un double avantage fiscal en raison d'une même fraction de bénéfice, c'est logique. Euh, Concernant les entrepreneurs individuels maintenant, la possibilité leur est ouverte d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Alors cette mesure, elle est applicable pour les entrepreneurs dont les bénéfices sont par principe soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie dont relève leur activité, donc les BIC, les BNC, les bénéfices agricoles. Et la possibilité leur est donc ouverte pardon, d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Cette option, elle pourra être exercée dans des conditions définies par décret et elle sera irrévocable. Cependant, il sera possible de renoncer à l'option dans les conditions de l'article 239 du CGI, notamment durant les 5 premières années d'exercice suivant l'activation de l'option. Enfin, en cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, les dividendes qui seront perçus par l'entrepreneur individuel entreraient dans l'assiette des cotisations et contributions sociales pour leur fraction excédant 10% du montant du bénéfice net imposable de l'exercice précédent la distribution. Une autre mesure qui est intéressante, mais sur laquelle on va passer rapidement, c'est l'allongement de la durée du statut de jeune entreprise innovante, qui passerait ainsi de 7 à 10 ans. Donc pour qu'on rappelle, le statut de jeune entreprise innovante, il permet aux entreprises réalisant d'importants investissements en recherche de bénéficier de nombreux avantages fiscaux, par exemple une exonération d'impôt sur les bénéfices de 100% lors du premier exercice et 50% lors de l'exercice suivant. D'autres mesures comme par exemple l'exonération à la CFE ou à la CVAE, et également à la taxe foncière pendant 7 ans. Donc ce statut, qui passerait donc de 7 à 10 ans, est cumulable avec le crédit impôt recherche. Et puis évidemment, pour bénéficier des exonérations, l'entreprise doit être une PME au sens du droit communautaire. On peut également, et c'est une mesure très intéressante pour le coup, parler de la lutte contre les dispositifs hybrides. Donc pour rappel, on est dans un très très gros contexte de lutte contre l'évasion fiscale, en particulier au niveau de l'OCDE, mais aussi évidemment au niveau de l'Europe. Et donc les directives qu'on a appelées Anti-Tax Avoidance Directive, c'est-à-dire les ATAD 1 et ATAD 2, ont été transposées en droit français par l'article 45 de la loi de finances pour 2020. Et cette nouvelle loi de finances, elle a voulu amener des précisions sur ces nouvelles règles qui sont édictées, codifiées plutôt aux articles 205B à 205D du CGI. En effet, lorsqu'un paiement effectué dans le cadre d'un dispositif hybride donne lieu à une charge déductible de l'IS dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l'IS dans l'état de résidence du bénéficiaire de ce paiement, cette charge n'est pas admise en déduction. C'est-à-dire qu'un paiement effectué au titre d'un instrument financier hybride est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, notamment lorsque cette inclusion a lieu au titre d'un exercice qui commence dans les 24 mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été déduite. Ça, c'était les apports de la loi de finances pour 2020. Et donc la loi de finances pour 2022, elle est venue apporter des précisions à cette mesure en son article 14, en disposant qu'à défaut d'inclusion à l'expiration du délai de 24 mois précité, la réintégration de la charge serait effectuée au titre
du dernier exercice ayant commencé dans les 24 mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. Donc c'est un peu particulier et un peu, ça retourne un petit peu le cerveau. C'est pour ça qu'en fait, Bercy a sorti déjà 2 bulletins officiels qui ont été publiés au BOFI depuis janvier, justement pour préciser un petit peu toutes ces mesures, justement parce que l'administration fiscale elle souhaite éviter toute ambiguïté quant à ces précisions et quant à cette lutte en particulier. On va pouvoir aborder l'aménagement de la sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves. Et Arnaud, je vais te laisser la parole sur ce sujet. Oui, merci beaucoup, Quentin. Alors ici, on est sur une création pure de la loi de finances 2022. Il vient ici modifier une disposition législative. Alors, quelle disposition législative? Il s'agit de l'article 1731 du Code général des impôts. Alors, à travers cette modification, l'objectif du gouvernement est clair, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Dans cette loi de finances de 2022, ce dispositif est prévu donc à l'article 140, et il vient ici donc modifier, même ajouter à cet article 1731. Donc qu'est-ce que cet article 1731 et qu'est-ce qu'il prévoit au sein du Code général des impôts? Cet article il vient priver les contribuables de la faculté d'imputer sur les rehaussements et droits découlant de manquements graves. Alors qu'est-ce que les manquements graves? Ce sont par exemple des abus de droit ou une opposition à un contrôle fiscal. Donc il vient imputer sur les rehaussements et droits découlant de manquements graves certains avantages fiscaux, comme notamment l'utilisation de déficits ou de la réduction d'impôts. En l'état, ce dispositif s'applique notamment pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce dispositif ne visait pas notamment les rehaussements liés à des avoirs à l'étranger non déclarés, ou les contrats d'assurance vie détenus à l'étranger, ou des non-déclarations de trust, lorsqu'ils étaient assortis d'une pénalité de 80%. Alors la pénalité de 80%, pour rappel, c'est l'amende la plus grave en droit fiscal. C'est lorsqu'un contribuable a essayé d'éluder un impôt de manière volontaire en utilisant des manœuvres frauduleuses. Alors c'est le cas par exemple pour les contribuables qui pratiquent des activités occultes et qui éludent délibérément l'impôt à travers des montages frauduleux ou abusifs. Donc la loi de finances elle est venue corriger cela et ainsi étendre cette sanction pour ce type de manquement à compter de l'imposition. Donc à travers ce nouveau dispositif, on peut se demander comment le gouvernement a voulu mettre en place cette nouvelle règle. Pour l'impôt sur le revenu, il va être mis en place à partir de l'année 2021, et pour l'impôt sur la fortune immobilière, il sera dû au titre de l'année 2022. On a pu comprendre qu'à travers cette loi de finances 2022, il y avait d'autres mesures. Hugues, est-ce que tu peux un peu nous en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, il y a d'autres mesures qu'on a un peu du mal à ranger dans différentes cases, donc on va un petit peu les regrouper sur la fin. Une des mesures, c'est par exemple l'harmonisation des dispositifs de défiscalisation outre-mer et des modalités d'application de cette réduction d'impôt. Donc cette harmonisation, elle est pratiquée à raison des investissements productifs et des investissements réalisés dans les secteurs, notamment du logement social et du logement intermédiaire, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Donc cette réduction d'impôt, elle entrera en vigueur pour les investissements réalisés en outre-mer à compter du 1er janvier 2022. Une autre mesure, c'est également la mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes. Donc la loi de finances, elle a instauré différentes mesures justement pour être mise en conformité avec ce droit européen. On peut notamment noter le fait que l'assiette de la retenue à la source, qui était auparavant calculée sur une base brute, va maintenant être calculée sur une base nette. On peut aussi noter le fait que les personnes morales et résidents de l'Union européenne ou de l'espace économique européen et avec qui la France a conclu une convention d'assistance administrative entreront dans le champ d'application de la retenue à la source. Pardon, excuse-moi, je vais recommencer parce que j'ai travaillé. Pas de souci. On peut aussi noter le fait que les personnes morales et résidentes de l'Union européenne ou de l'espace économique européen et avec qui la France a conclu une convention administrative et qui entrent dans le champ d'application de la retenue à la source bénéficient maintenant d'un abattement forfaitaire de 10% appliqué immédiatement sur la retenue à la source. Et enfin, on peut préciser que si le montant des frais réels est supérieur au montant de l'abattement, il est possible de demander, après s'être acquitté de la retenue à la source, une restitution de la différence donc entre la base brute et la base calculée après déduction des charges réelles. Inès, est-ce que tu peux nous donner des informations sur l'aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values professionnelles dégagées à l'occasion d'un départ à la retraite ou de la transmission d'une entreprise individuelle?
Ah, alors bien sûr Quentin, donc concernant l'aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values professionnelles, donc dégagées soit à l'occasion d'un départ à la retraite ou de la transmission d'une entreprise individuelle. Donc tout d'abord concernant l'exonération de la plus-value réalisée par l'exploitant lors de la cession de ses parts en vue d'un éventuel départ à la retraite. Donc en fait là on aura, une modification du délai, duquel, dispose l'exploitant individuel pour, prendre sa retraite. Donc, antérieurement à la loi de finances, ce dernier était de 2 ans et il passera à 3 ans. Donc pour rappel, l'exonération, visée est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions. Donc à savoir premièrement que le cédant ne contrôle pas l'entreprise cessionnaire, heu, qu'il cesse toute fonction dans l'entreprise cédée et qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite, donc antérieurement à cette loi de finances, dans les 2 ans suivants ou précédant la cession. Et comme je viens de vous le rappeler, cette, durée, a été modifiée par la loi de finances et elle passe donc à 3 ans, à compter, 1er, janvier 2022. Et donc ce délai de 3 ans, sera applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu'au 31 décembre 2024. Concernant l'exonération en faveur des transmissions d'entreprises pour une valeur inférieure à 500 000 €, donc là, la loi de finances pour 2022 vient rehausser, les seuils, d'exonération, des transmissions d'entreprises. Donc antérieurement à la loi de finances, pour 2022, le seuil permettant de bénéficier de l'exonération partielle, était de 500 000 € et il a été rehaussé à 1 million d'euros, donc par la loi de finances pour 2022. Et celui permettant de bénéficier de l'exonération totale, passe de 300 000 € à 500 000 €. Donc il faut d'ailleurs préciser que ces seuils ne seront plus appréciés par référence à la valeur des éléments transmis servant d'assiette au droit d'enregistrement, mais par référence au prix stipulé ou à la valeur vénale des éléments transmis, auxquels seront ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Par ailleurs, le dispositif est également assoupli en cas de cession d'une activité mise en location-gérance, puisque l'exonération sera possible, même si la transmission est réalisée en faveur d'une autre personne que le locataire, sous réserve cependant que le contrat ait été respecté et que la transmission porte sur l'intégralité des documents concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance. Une dernière mesure qu'on peut noter et qui va un petit peu dans la continuité de ce qu'on a dit avant concernant les entrepreneurs individuels, c'est l'allongement, des délais d'option à l'impôt sur le revenu. L'option, elle concerne, l'imposition au régime micro et réel. Antérieurement, cette option, elle devait être exercée avant le 1er février de l'année d'imposition. Désormais, l'article 7 de la loi de finances prévoit que l'option et sa renonciation doivent être exercées dans le délai légal de dépôt de la déclaration afférente à la période d'imposition précédant celle au titre de laquelle l'option ou sa renonciation s'applique. Donc ça veut dire qu'en fait, cette modification, elle permet d'ajouter quelques mois de délai dans la mesure où les déclarations d'impôt sur le revenu doivent généralement être déposées entre fin mai et début juin. Donc par rapport au 1er février, c'est évidemment, plus intéressant. Heu, Au cas particulier, en cas de cession de création d'entreprise, l'option, elle pourra être exercée jusqu'au dépôt de la première déclaration au titre du premier exercice. Ça fait un certain nombre de mesures concernant les entreprises, non? Les entrepreneurs, pardon. Ouais, c'est vrai qu'avec cette nouvelle mesure, plus celle concernant, l'option à l'IS ouverte pour les entrepreneurs individuels et aussi, la loi du 14 février 2022 dont on n'a pas parlé, mais qui est, hem, en faveur de l'activité professionnelle indépendante et qui modifie en profondeur le code de commerce parce elle codifie, un nouveau statut d'entrepreneur individuel et qu'elle facilite les transmissions de patrimoine professionnel de ces derniers. Bah, on sent vraiment que la tendance, elle est à l'incitation à l'entrepreneuriat, comme on l'observe depuis plusieurs années maintenant. On sait aussi qu'il y a la création d'un crédit d'impôt concernant les œuvres musicales. Arnaud, est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, contrairement à l'aménagement de la sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves que j'ai pu précédemment présenter, la création du crédit d'impôt va être prévue à l'article 82 de la loi de finances et sera codifiée à l'article 227 des sièges du Code général des impôts. Alors, ce crédit d'impôt il vient viser les éditeurs musicaux de nouveaux talents et il vient également favoriser l'édition d'œuvres en langue française ou en langue régionale. Mais à qui doit-on ce crédit d'impôt? On doit tout simplement à Madame la députée Céline Calvez et à Monsieur Pascal Bois, qui sont respectivement députés Hauts-de-Seine et de l'Oise. Ce crédit d'impôt est exclusivement réservé aux entreprises soumises à l'impôt sur la société et il va rentrer en vigueur à partir des exercices clos du 31 décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2024.
avec une limite de 500 000 € par exercice et par entreprise. Il sera à hauteur de 30% pour les micro-entreprises et de 15% pour le reste. Mais que pouvons-nous penser de ce crédit d'impôt? Personnellement, je trouve que c'est une belle opportunité pour les entreprises qui souhaitent dépenser, prendre des risques, investir et puis également récompenser les nouveaux talents dans la musique. Et par contre, je trouve que c'est une mise en œuvre un petit peu compliquée puisque dans le texte, on voit qu'il y a beaucoup de conditions. Alors, on trouve des conditions relatives à la nature même du contrat, à l'œuvre en elle-même. Il y a des conditions également sur un agrément spécial que doit délivrer le Centre national de la musique. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de conditions et c'est des conditions assez lourdes. Alors, par exemple, il y a également des conditions sur les dépenses de l'entreprise, puisque pas toutes les dépenses sont éligibles au crédit d'impôt. Parmi ces dépenses éligibles sont énumérées par le texte. Il y a par exemple les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales, les dépenses liées au contrôle et à l'administration des œuvres musicales, et les dépenses liées à la publication notamment. Que pouvons-nous penser de l'administration fiscale, puisque nous savons qu'elle est particulièrement attentive au respect des conditions et aux obligations déclaratives des crédits d'impôt. Donc comme nous avons pu le voir, son application va être bien plus compliquée que prévu, j'en ai bien peur. Ça nous amène à parler d'administration fiscale. Que va-t-elle en penser, puisque nous savons qu'elle est particulièrement attentive au respect des conditions et aux obligations déclaratives du crédit d'impôt. Donc je pense que les prochains mois seront riches en informations concernant le succès ou non de ce crédit d'impôt. Est-ce qu'il s'appliquera malgré les nombreuses conditions et est-ce qu'il ne fera pas l'objet de beaucoup de demandes de la part des entreprises pour savoir comment elles vont pouvoir l'utiliser? Donc pour moi, ce nouveau crédit d'impôt peut représenter une véritable bénédiction pour toutes les sociétés souhaitant apporter leur aide aux nouveaux talents français et bénéficier d'économies d'impôts. Cependant, pour les artistes, tout restera à faire pour creuser leur trou. Eh bien, ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce podcast. Merci de vous être prêtés au jeu. Merci d'avoir amené beaucoup d'informations sur justement le sujet des entreprises. Merci à tous les autres. C'est une série de podcasts qui se termine aujourd'hui après 3 épisodes sur la loi de finances 2022. Donc merci à tous ceux qui ne sont pas présents au moment même, mais qui l'ont été sur les derniers épisodes. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous écoutent. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous solliciter pour d'autres séries ou d'autres épisodes qui concernent le droit des affaires. Merci à toutes. Merci à tous. Au revoir.